Bonjour messieurs, je suis content de parler vers Constantine. Je suis content aussi de saluer le docteur Ahmed Bouzid, qui est un de mes meilleurs élèves et qui, je vois, professe avec brio en Algérie. Je suis certain de son succès ainsi que du succès de votre pays dans cette discipline. J'ai effectivement une très large expérience d'angioplastie carotidienne que j'ai débutée il y a plus de 30 ans dans un certain scepticisme et qui fait aujourd'hui que nous accomplissons à peu près 200 angioplasties carotidiennes par an. Donc, dans cette activité, nous avons développé donc ces dernières années une, le shockwave et l'utilisation de la, de la lithotripsie intravasculaire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette affaire. Je n'ai pas d'intérêt particulier ni avec Shockwave ni avec aucune des sociétés qui le représentent. Le problème de l'angioplastie, de la sténose calcifiée en général et de la calcification, est que c'est un problème en augmentation. Nous nous adressons à des patients de plus en plus âgés, de plus en plus calcifiés, et par ailleurs à des patients du type dialysé ou insuffisants rénaux ou d'autres pathologies. Et par conséquent, le problème endovasculaire est probablement borné par ces calcifications. Attendez, je vais déplacer. Je suis gêné par mon écran. Voilà. Alors, le problème, c'est que les techniques endovasculaires sont mal adaptées aux artères calcifiées. Le cas typique, c'est de l'angioplastie en général par ballon, c'est qu'elle a tendance à dilater la zone saine et très peu dilater la zone calcifiée et la zone pathologique. Donc par conséquent, elle a un effet, je dirais, presque délétère et source pas tellement d'embolisation, mais surtout de dissection. Donc, par conséquent, on est limité par toutes ces techniques au niveau des bifurcations, au niveau des versos latéraux et bien sûr par les embolisations. L'angioplastie en général est donc responsable, comme vous le voyez ici, de dissection, de perforation, de retour artériel veineux et par conséquent même au-delà de compression du stent par la calcification. Par conséquent, les solutions thérapeutiques sont limitées. C'est la raison pour laquelle la lithotripsie intravasculaire, ce qu'on appelle le shockwave, mais le shockwave est comme frigidaire ou d'autres expressions, et celui d'une société, la technique opératoire est l'IVL, la lithotripsie intravasculaire, est une nouvelle approche pour les calcifications. Il s'agit donc d'ondes acoustiques qui interagissent avec le mur artériel et qui induisent donc des fractures facilitant l'expansion en général des stents. Le, on connaît déjà la lithotripsie extracorporelle essentiellement utilisée au niveau des calculs rénaux ou d'autres localisations. Il s'agit là de lithotripsie intravasculaire. Les émetteurs sont à l'intérieur d'un ballon et vont provoquer une onde sonore qui va être une onde qui va fracturer la plaque. Le principe est celui d'un générateur effectivement d'ondes ultrasonores, d'un connecteur et auquel va être attaché un cathéter. Et ce cathéter va avoir différents émetteurs. Le nombre d'émetteurs est variable en fonction des ballons utilisés, coronaire ou périphérique, la longueur des ballons. Le principe de ces ondes acoustiques, c'est qu'elles provoquent différents phénomènes au niveau de la paroi artérielle, des phénomènes de compression, de cavitation, de stellation, c'est-à-dire en fait on a un étirement du vaisseau et puis ensuite une rétraction du vaisseau. Il est à signaler que la pression positive qui est appliquée à l'intérieur de l'artère est de l'ordre de 50 atmosphères. C'est donc deux fois, trois fois plus des plus grandes pressions que nous utilisons au niveau des ballons. Et en revanche, la pression négative est négligeable, ce qui fait que l'onde de dissection induite est limitée. Si on la compare, et ça c'est des comparaisons in vitro qui ont été faites, vous voyez que la fracture provoquée par ballon est une longue fracture, alors que les forces de compression qui ont été induites par la lithotripsie intravasculaire sont variables. Imaginez ça, comme je dirais souvent, pour expliquer ce qui se passe avec un caillou que vous envoyez sur un pare-brise
Et ce caillou sur le pare-brise va vous provoquer des microfragmentations. Et le pare-brise, heureusement, ne vous vient pas à la figure, il reste accroché. C'est la meilleure explication de ce qui se passe au niveau artériel. D'ailleurs, ça a été bien étudié par in vitro, ça c'est les diapos de Kerekakis, ce ne sont pas les miennes, et qui montrent que les fractures, vous voyez qu'elles se font dans tous les sens au niveau de la partie calcifiée. Voici en grand ce phénomène-là. Il est corroboré par ce que nous voyons en échographie intravasculaire ou en OCT. Par conséquent, la lithotripsie, elle diffère d'un certain nombre de principes. C'est que, en fait, on peut avoir un guide dans la lumière d'une branche sans qu'elle soit irrompue. Et par conséquent, on a la calcification qui est cassée, mais qui reste sur place. Et j'ai l'habitude de dire elle est dure sur le dur et souple sur le souple. It's hard on hard, comme disent les Américains, and soft on soft. Alors, le shockwave a été appliqué dans différents territoires, évidemment coronaires, évidemment périphériques, et différents territoires ont été appliqués. Euh, donc, les études ont été faites au niveau périphérique par l'étude PAD. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que mon temps est limité. Et puis, vous les trouvez facilement en ouvrant Internet et Google et vous avez ces résultats-là. Je n'ai pas besoin de vous les redire. Et je suis contre ces tableaux fastidieux lors de conférences. Euh, Alors, notre expérience du shockwave, elle a débuté en 2019 au niveau coronaire. Nous avons effectué, notre centre est connu pour effectuer différentes techniques endovasculaires, du laser, de la thérectomie, différentes thrombectomies. Nous avons réalisé déjà plus de 100 IVL tout territoire. Nous sommes limités en France, mais probablement la même chose en Algérie, par le remboursement de ce système qui n'était pas possible pour l'instant, si bien que nous l'avons appliqué, nous, pour notre part, au niveau fémoral, au niveau viscéral, au niveau carotidien et sous-clavier. Voici une occlusion fémorale caractéristique. Vous voyez ici cette occlusion dans ce territoire au niveau de la fémorale commune droite, et puis donc ce système qui est appliqué et qui va traiter ce carrefour, qui normalement est une excellente indication de chirurgie, l'endartérectomie du carrefour fémoral avec la préservation de la fémorale profonde est très bien effectuée par la chirurgie. Il s'agit là de cas, je ne dis pas inopérables, ou tout au moins dans un contexte de personnes âgées. Et dans ce cas-là, nous recommandons effectivement cette technique essentiellement pour des raisons de morbidité. Mais vous voyez que le résultat obtenu, et je ne sais pas, on le voit, bon, c'est ma diapo qui ne défile pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le film, j'espère. Vous voyez que le résultat est quasiment parfait, il est quasi chirurgical. Bon, sa durabilité n'est pas celui de la chirurgie. Sa durabilité n'est évidemment pas celui de la chirurgie, et nous n'avons pas la preuve que ça va durer aussi bien qu'une endartérectomie fémorale. Mais ça montre que c'est faisable, ça montre que les résultats immédiats, ou je dirais à 2 ans, sont excellents. Après, nous verrons. Donc nous l'avons appliqué au niveau de l'iliaque, nous l'avons appliqué au niveau des poplités, au niveau des artères jambières, nous l'avons appliqué au niveau des artères mésentériques, rénales, de l'aorte abdominale, au niveau de tous ces territoires. Voici par exemple typiquement un des premiers cas que nous avons fait, avec une sténose de l'aorte abdominale, qui est vraiment une sténose très calcifiée. On a peur de traiter ce type de lésion parce qu'on a peur de la rupture. Et vous voyez que vous arrivez à les aborder, à traiter par lithotripsie intravasculaire et pouvoir déployer élégamment un stent, ce qui était difficile dans d'autres cas. Voici une artère poplitée très calcifiée qui est au niveau du genou. Vous voyez les calcifications très importantes et vous voyez le résultat une fois que le stent est déployé. C'est un résultat qui ne peut pas être obtenu par une anévrectomie du fait de la voie postérieure et de la difficulté. Donc nous pensons vraiment que c'est des cas. Voici un cas encore plus sévère d'un malade qui a un tronc cœliaque occlus, qui a une sténose très calcifiée de l'artère mésentérique supérieure. Et vous voyez donc cette calcification qui est débordante. Et vous voyez qu'elle est abordée par voie haute, où nous avons appliqué donc la lithotripsie intravasculaire. C'est un malade de 80 ans qui perdait du poids
et qui était donc effectivement en danger. Vous voyez la sténose est subocclusive dans l'artère mésentérique. Et nous allons appliquer effectivement la, la, la lithotripsie chez ces malades. Et puis le stent est déployé. Vous voyez la revascularisation avec la réapparition du tronc cœliaque en fin de procédure qui montre que l'effet est très efficace. Il s'agit de procédures que nous n'envisagions pas il y a quelques années, parce qu'effectivement nous avions peur de la rupture artérielle. Et chirurgicalement, ce sont des malades très difficiles à aborder. Vous voyez que la classification est très importante. Il faut faire un pontage distal sur une aorte pathologique. C'est quand même une intervention de haute volée. Voilà le résultat ici sur le stent mésentérique. Vous voyez le déploiement qui est excellent et qui donne envie. Nous avons appliqué cette technique au niveau carotidien. Ici, je rapporte la première série, mais nous avons déjà plus de 20 cas. Il s'agit de malades qui n'ont pas présenté de complications. Nous avons été vraiment les premiers à utiliser le shockwave au niveau carotidien. Il a fallu vraiment débroussailler le terrain et savoir comment l'utiliser, ce qui n'était pas évident puisque l'ensemble des ballons qui sont à notre disposition sont des ballons longs du type iliaque. Ils ne sont pas tout à fait adaptés à cette procédure. Alors, nous utilisons toujours, et ça on le sait, on est connu pour ça, une protection systématique chez tous les malades. Nous ne posons jamais la question de savoir s'il faut protéger ou pas protéger ces malades. En dehors de la limite financière, nous considérons qu'il faut protéger tous les patients. Euh, donc, je vais vous montrer la technique. Elle consiste effectivement à avoir une tête bien fixée, à mettre un introducteur de 90 cm, à utiliser des systèmes de protection à utiliser l'atropine parce que les percussions qui sont appliquées sur l'artère sont fréquentes et sont souvent un déclenchement des barorécepteurs ainsi qu'un effet de bradycardisant. L'inflation est très courte par rapport à ce que nous faisons en périphérie du fait de l'hypoperfusion cérébrale. Le patient, nous l'avons découvert nous-mêmes, a une impression de martelage au niveau de la mâchoire. Il a l'impression vraiment qu'on lui tape avec un marteau. Un marteau, ce qui est intéressant du point de vue clinique. Il faut le connaître, il faut le savoir. Et en fait, mais c'est très toléré et c'est très éphémère. Voici un des cas les plus sévères que nous avons fait. C'est un malade qui était inopérable. Euh, vous voyez ici la calcification qui est extrêmement importante, qui est protrusive. Et vous voyez ici que finalement, avec le shockwave, nous arrivons à un résultat quasi parfait. Le stent est bien déployé et vraiment, voilà, vous voyez la calcification, ce bourgeon. Vous voyez donc, il s'agit vraiment de lésions extrêmes. Voici un autre cas, vous voyez, où on avait appliqué la dilatation. Voilà. Vous voyez, celui-là, il s'étend sur la carotide externe en même temps. Et la même chose, on va déployer le stent. Vous voyez que le résultat est une préservation de la carotide externe et un bon résultat anatomique. Voici un autre bourgeon encore extrême, vous voyez, qui touche les deux artères. Et, et, et voilà, une fois que le ballon est déployé, voilà le shockwave, c'est un shockwave, un ballon de 6 cm. Vous voyez ici, le résultat est parfait. Et ce sont des résultats qui nous ont très surpris au départ par l'efficacité du système au niveau carotidien. Nous avons été précautionneux dans l'utilisation de ce système pour des raisons, je dirais, éthiques et légales. Ce système n'est pas autorisé à utilisation carotidienne et par conséquent, il faut prendre des précautions, informer parfaitement le patient puisqu'on va utiliser un système, comme on dit, un système approuvé, mais pas approuvé dans l'indication. Voici encore le résultat. Vous voyez ici le résultat évalué avec l'échographie montrant le lendemain, montrant comment la plaque a été cassée et appliquée à la paroi. Donc, nous n'avons pas d'expérience d'embolisation, de perforation, de rupture, d'extension de la dissection, de récolte, de fracture. Donc, nous sommes assez satisfaits. Voici un des cas les plus extrêmes que nous ayons fait. Cette malade, je pense que nous lui avons sauvé la vie, quoi.
Je ne le dis pas souvent, tout le monde sait, connaît mon obligation d'humilité vis-à-vis du malade. Euh, cette malade, elle se présente, vous voyez, avec une double lésion carotidienne, une double occlusion sous-clavière et des lésions coronariennes. Donc, ce sont des malades, comme je dis, une patate chaude. On ne sait pas très bien comment les aborder. Elle a une double lésion carotidienne, elle a une double lésion sous-clavière, elle a des atteintes coronariennes. Bah, il faut accepter de faire ces malades étape par étape. Donc, voilà les images, j'avance un peu. Voilà la double occlusion fémorale commune, donc on ne peut pas passer par... on ne sait pas par où passer, on peut pas passer, on peut imaginer un abord chirurgical puis essayer de le voir, mais je peux discuter les indications pendant des heures. J'ai considéré que pour moi, il fallait aborder cette patiente avec simplicité. Comme je dis, je fais un staff en moi-même. Elle avait par ailleurs des lésions droites. Donc, voilà la coronaire droite qui est elle-même, vous voyez, très calcifiée, pathologique. Elle a toutes ses artères qui sont comme ça. La première chose que nous avons fait, c'est d'aborder la sous-clavière gauche et de traiter la sous-clavière gauche par lithotripsie. Lithotripsie stenting. Donc, nous avions de ce fait une voie d'abord. Une voie d'abord. Au cours de la même procédure, en descendant l'introducteur, nous avons traité les deux fémorales comme une droite et gauche par lithotripsie. Lithotripsie et stenting complet. Nous disposons donc maintenant, au bout d'un moment, de trois voies d'abord. La voie gauche, humérale gauche ou radiale gauche, les deux voies fémorales communes droite et fémorale gauche. Nous pouvons réaborder la patiente d'une autre façon. Nous allons traiter la sous-clavière droite. Vous voyez en un temps, elle va être débouchée et nous allons aborder par la même voie d'abord la carotide interne droite en utilisant la lithotripsie et le stenting. L'artère est donc traitée. Nous allons finaliser la procédure en traitant le tronc artériel brachiocéphalique par lithotripsie et stenting. Et donc, elle va être traitée et voilà donc le résultat final. Donc, comme vous voyez les deux stents, le stent du TABC, le stent de la sous-clavière gauche, la carotide interne droite, traité. Nous avons considéré que la lésion de la carotide interne gauche, cette patiente avait été endartérectomisée, ne justifiait aucun geste. Elle va être traitée secondairement, maintenant, en troisième procédure, pour la coronaire. Elle va très bien. Cette malade, je suis en consultation une fois tous les 6 mois. Elle va bien. C'est une femme très active, très dynamique, qui continue de jardiner. Elle a plus de 80 ans. Et nous estimons que ces procédures-là ouvrent des voies thérapeutiques considérables chez les malades. Alors, comment sécuriser cette procédure? La préparation du ballon est fondamentale. Il faut éviter toutes les bulles. Il faut éviter la rupture. Il faut vraiment choisir la bonne taille du ballon pour obtenir une parfaite apposition au niveau de l'artère. Il faut faire des rounds d'inflation, de percussion très courts. 30, on en fait de très peu à 2, 4, 6 atmosphères et on y va lentement. Il faut toujours bouger les émetteurs pour qu'ils fracturent la plaque à différents endroits. La sélection du stent après, c'est qu'il doit avoir une force radiale suffisante. Il doit couvrir la lésion de 1-2 mm de part et d'autre. Il doit s'adapter au diamètre le plus large de l'artère et il doit être toujours post-dilaté sous protection pour éviter des embolisations précoces, en général dans les 48 premières heures. Alors, l'IVL, elle a des avantages et des inconvénients. Elle est effectivement effective sur les artères très calcifiées, les lésions calcifiées, mais vous allez l'utiliser hors label. Elle n'est pas autorisée dans cette indication. Donc, il faut vraiment se protéger légalement. Elle minimise le troppas vasculaire, mais on n'a pas de preuve que ça marche à 10 ans. Ce n'est pas une endartérectomie pour l'instant. C'est des techniques en route. Elle facilite incontestablement l'expansion des stents, mais elle nécessite obligatoirement des sélections de devices en fonction des cas, etc. Elle est donc, dans notre expérience, elle est safe, mais elle est limitée aujourd'hui par le coût
et par le fait que nous ne disposons pas de cathéters adaptés. Nous pensons que les futures directions sont probablement qu'il y ait des ballons adaptés à la carotide. Nous avons besoin d'études prospectives plus larges et nous avons besoin d'intégrer ceci dans des techniques d'imagerie qui nous permettent d'évaluer le calcium et de le suivre. Par conséquent, je dirais que l'IVL est pour moi une technique qui est aptée à avoir un grand futur. Je pense il est très important parce qu'aujourd'hui déjà, il y a plus de 4 compagnies qui développent des systèmes de, de, de lithotripsie. Donc on va avoir, pas, je dirais pas l'embarras du choix, mais on va avoir à sélectionner les systèmes en fonction des usages. Et par conséquent, je pense que nous sommes limités aujourd'hui par l'absence de remboursement de ces systèmes, le fait qu'il est difficile de disposer de tous ces diamètres et que probablement il faudra développer des protocoles adaptés en fonction du calcium, selon qu'il est concentrique, selon qu'il est protrusif, excentré, etc. Il y a probablement des types Centrix. Enfin, je vous remercie de votre attention.